Alors, je vais revenir, parce que j'ai l'impression que c'était loin la dernière fois. Je ne sais pas ce qui nous est resté en mémoire, mais je vais revenir sur ce fait dont l'actualité se précise et qui est que le symptôme de notre temps, c'est assurément ce qu'il faut appeler, serait-ce par euphémisme, la crise de l'autorité, puisque, comme nous le savons, sa place est devenue incertaine entre le palais gouvernemental et la rue, et dans la mesure où il semble former aujourd'hui un couple qui semble préférer les arrangements aux principes. Cette crise est également évidente pour nous qui connaissons la démocratie au niveau du choix de ses représentants de l'autorité devenus venant constituer une panoplie étrange, allant depuis le clown, le jeune distingué, l'homme viril, bref, des figurations du représentant de l'autorité constituant une panoplie originale, nouvelle, inattendue. Et comme si justement nous ne savions plus donner un visage à ce qui fait commandement, à ce qui, au représentant du lieu d'où vient le commandement. Ce qui a changé également, et à quoi nous sommes forcément sensibles, c'est sa rhétorique. C'est quand même extraordinaire. C'est sa rhétorique, puisque celle-ci peut aussi bien avoir conservé et entretenir les formes, je dirais, classiques et grammaticalement correctes du langage, que épouser un langage absolument populaire et être du même coup immédiatement reçu. Cet aspect, je veux dire que cette possibilité que puisse être, je dirais, représentante de l'autorité, une articulation aussi négligente des règles de la grammaire, autrement dit, témoignant de ce qui serait soi-disant une appartenance populaire. Je dis soi-disant parce que les gens du peuple peuvent parfaitement, et savent aussi bien parfaitement s'exprimer, mais enfin, l'imagerie du langage populaire peut aujourd'hui parfaitement être représentative d'un agent de l'autorité. Ce qui est également devenu critique, incertain, ce sont ses objectifs. Les objectifs de cette autorité, puisqu'elle associe de façon, je dirais, absolument non critiquée, ce qui est aussi bien, je dirais, la promotion de la licence, des licences, et la promotion en même temps des censures les plus strictes. Je veux dire, comme si à la fois aujourd'hui, dans une espèce de
démembrement du spectre propre à l'autorité, celle-ci pouvait aussi bien, je dirais, prôner les jouissances telles que la fantaisie peut les concevoir, les imaginer, que, au contraire, je dirais, la rigueur et la condamnation de ce qui serait les outrages faits à une morale tout à fait nouvelle. Il est inévitable, bien sûr, que ce phénomène concernant le lieu, les expressions et les limites et les représentants de l'autorité se joue bien sûr dans la famille, dont on sait parfaitement aujourd'hui que son économie et que la répartition des pouvoirs à l'intérieur de la famille est devenue parfaitement variable, aléatoire, source bien sûr quelques conflits, puisque ce qui reste, je dirais, comme très permanent de ce que l'on pourrait appeler l'époque antérieure, c'est néanmoins, je dirais, la faveur, le privilège accordé à celui qui se fait reconnaître comme détenteur de celle-ci, quel que soit son sexe, quel que soit son âge, etc. Aujourd'hui, dans une famille, ça peut parfaitement être un enfant qui se trouvera le détenteur de cette autorité. Le jeu se trouve également activé, bien sûr, et comme nous le savons, au niveau de l'école, avec un désinvestissement des connaissances, qui était pourtant autrefois justement l'apanage de celui qui était reconnu, l'acquisition des connaissances, au profit d'un savoir intuitif et instinctif, d'un savoir supposé créateur. Ce qui signifie donc que la question de l'identité se trouve aujourd'hui déplacée par la perte justement d'une référence à ce qui serait la figure consacrée de l'autorité, pour favoriser la constitution, comme vous le savez, de ces groupes, de ces petits groupes, ce qu'on appelle aussi des bandes, et où les jeunes trouvent le moyen de se constituer un moi, au demeurant fragile en général, par la multiplication limitée d'un certain nombre de semblables, avec ce fait remarquable que la différence des sexes y est reconnue, mais ne joue pas un rôle, n'introduit pas dans le groupe un élément d'hétérogénéité. Je veux dire que la différence des sexes ne vient aucunement contrarier la communauté d'appartenance des membres de ce groupe. Et ceux d'entre vous qui ont pu avoir l'occasion de voir vivre certains de ces membres, de ces jeunes, ne peuvent manquer d'être touchés, d'être émus par l'effort qu'ils font pour parvenir à se constituer une référence
on pourrait dire banalement verticale, une verticalité qui n'échappe pas évidemment au standard classique du phallicisme, mais qui peut également en être écarté, mais en tout cas se constituer des insignes spécifiques propres au groupe, et qui devient essentiel, cette communauté, pour assurer à chacun son appartenance et son statut. Oui. Alors, ceci vient nous illustrer le fait que dans cette nouvelle configuration, nous distinguons, du fait de notre formation et du fait de nos références, nous distinguons parfaitement que ce à quoi nous assistons, et qui est annoncé, je dois dire, depuis un certain temps, c'est l'annulation de la référence paternelle, autrement dit celle qui, depuis un certain nombre de siècles, constituait l'ossature de non seulement notre culture, mais bien sûr également de la subjectivité de chacun. La question, le point où nous pourrions intervenir de façon un peu plus originale que simplement ce tableau d'ensemble qui, après tout, n'a rien d'extraordinaire, mais là où nous pouvons intervenir de façon sans doute plus originale, c'est en nous interrogeant sur le cheminement qui a conduit, je dirais, à cette forclusion de la référence paternelle, et qui est la source, je dirais, de ces phénomènes dont les conséquences ne sont pas indifférentes, aussi bien au point de vue politique que familial. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la dite référence soit ainsi forclose, non pas simplement refoulée, ni annulée, mais simplement à sa place un pur trou. C'est l'endroit où je pourrais peut-être évoquer pour vous un aspect moins fréquenté et qui concerne ceci, c'est que, bien que les conséquences en soient soupçonnées, et qui concerne le fait que s'est introduit dans nos sociétés un nouveau mode de communication, un usage magnifique du langage qui en abolit les caractéristiques, les propriétés, au profit d'un système
de signalisation, de signification, réduit, abrégé, fort, direct, sans référence, sans aucune référence intermédiaire entre les interlocuteurs. Je veux dire, la liberté de l'un des locuteurs allant jusqu'à ce que permet, je dirais, la liberté de l'autre, et dans ce qui est, je dirais, le grand espoir qui a été formulé par ces initiateurs, les initiateurs d'Internet, d'établir un système de communication permettant enfin, je dirais, que les contacts humains soient libres, proches, parfaits, dégagés, je dirais, des particularismes aussi bien de l'appartenance nationale que du sexe, voire de la situation sociale, et qu'ainsi puisse se constituer une communauté nouvelle, enfin libre et joyeuse de pouvoir établir entre ses membres des rapports allégés de toutes ces contraintes que nos propos ordinaires sont amenés à solliciter. À l'origine, ce sont des courants et des membres, je dirais, du courant hippie, qui ont ainsi poussé, forgé ce langage, ce nouveau langage, dont on sait qu'il est forcément limité, restreint, donc il nécessite certaines condensations, une brièveté, une intensité, un aspect direct, clair. Il est bien évident que les métaphores ou les métonymies n'y ont pas spécialement leur place, mais c'est même pas le programme, c'est même pas le problème. Et donc, je dirais, introduisant à la fois le fait que dans cette communication, la différence des sexes est devenue secondaire, que le droit de propriété n'y a plus de sens, autrement dit que le partage ou que le copartage en sont au contraire, je dirais, des principes favorisés, et que donc nous assisterions à la naissance de cette humanité dont on pourrait dire aussi bien qu'elle aurait enfin vaincu la malédiction de Babel. C'est quand même pas mal comme idée. Ce qui est, je me permets d'opérer ce glissement, si vous vous accordez quelques références lacaniennes, vous direz oui, mais enfin, dans le langage ordinaire, justement, nous savons que le discours, c'est-à-dire ce qui
met en place la relation sociale et distribue les rôles, eh bien, il y a S1 et S2, c'est-à-dire la place du maître et puis celle de l'agent. Et comment se peut-il que de telles modifications, du genre de celles que vous évoquez, de telles créations, soient possibles? Et à ce propos, une première remarque, c'est que si la position du maître est en S1, la position du pouvoir, la position de l'autorité, elle est en S2. Eh bien oui. C'est-à-dire que le maître, le pouvoir, ne tient sa qualité que de la délégation qui lui vient de S2, c'est-à-dire du réel. Que d'autre part, toujours si nous sommes lacaniens, eh bien nous savons que S2 a des particularités structurales qui font que, effectivement, en ce lieu, le lieu de l'autre, il n'y a pas de maître dans l'autre. Autrement dit, le réel, il y a un réel. Mais c'est un réel, si je puis dire, élastique à géométrie variable, qui peut se rapprocher du 0 ou du 1, ou bien s'en distendre, je veux dire, selon l'audace du locuteur. Mais en tout cas, il n'y a rien qui fasse arrêt dans l'autre et qui fasse castration. Et si ça faisait castration, il y aurait effectivement un autre de l'autre. Nous savons d'autre part que dans ce lieu, dans l'autre, il n'y a pas de contradiction qui tienne, puisqu'il n'y a pas de réel qui tient. Autrement dit, il n'y a jamais rien qui est exclu. Et il n'y a aucune raison pour que le oui, ni l'assertion d'une formulation ne voisine sa négation sans aucun inconvénient. Qu'est-ce qui, d'autre part, fait autorité justement dans cet autre? Ben, rien d'autre néanmoins, même si ce réel est ainsi à géométrie variable, mais rien d'autre que dire il y en a. C'est parce que je vous le dis. Et comme il n'y a aucun autre pour venir infirmer ou confirmer ce que j'avance, ce que je vous dis, c'est comme ça. Alors, peut-être reconnaissez-vous dans les particularités de ce dispositif un certain nombre de certains styles qui peuvent aujourd'hui séduire les peuples les plus démocratiques qui soient, et même se rendre
éminemment populaire, au nom, entre autres, de ce qui est dès lors l'égalité de tous ceux qui articulent, sauf qu'il y en a qui articulent plus fort que d'autres. Nous, qui sommes en train de disserter sur ce qui fait autorité, nous voyons en quelque sorte comment peut surgir des formes d'expression qui deviennent prévalentes dès lors que quoi? Quelles sont les conditions nécessaires pour que ces modalités neuves d'expression de l'autorité deviennent prévalentes? Il y avait quelque chose, je vais passer très brièvement à quelques petits souvenirs personnels, honnêtes, hein, n'ayez pas de crainte. Mais je m'étonnais combien Lacan veillait toujours de façon très soucieuse et suspicieuse que ne vienne pas se constituer une solidarité des propos que l'on peut qualifier aussi bien de subjectifs que de hystériques, ce qui vient du sujet barré. Ce qui vient du sujet barré, ce qu'il y a en chacun de nous qui peut lui sembler de plus personnel, de plus intime, de plus solitaire aussi, puisqu'il n'arrive pas à trouver d'âme sœur ou d'âme frère, et que d'autre part, justement, en tant que sujet barré, il n'a pas d'autorité dans l'autre qui vienne lui donner raison. Mais remarquez, le propre justement de l'hystérique, du sujet barré, c'est sans cesse de solliciter dans le grand autre la puissance qui la reconnaîtra et qui lui donnera raison. Et même elle sait, ou il sait, que finalement il y a sûrement quelqu'un dans l'autre qui vient approuver, soutenir, valider, donner l'autorité qui convient à son propos subjectif. Problème très embêtant, c'est sa solitude. Or, ô merveille, il se trouve aujourd'hui un moyen technologique qui fait que toutes ces solitudes peuvent venir se reconnaître, s'identifier et former un groupe, former une foule. Je suis en train de vous parler de la psychologie des masses. Et dans la mesure où elle forme une foule, eh bien, réclamer l'autorité qu'elles ont à détenir et qui les reconnaît, l'autorité qu'elles prennent. Ce qui est ce que certains d'entre vous
ont peut-être trouvé distrayant. C'était à propos de cette histoire qui, je dois dire, a pas mal frappé les oreilles. C'est cette histoire des gilets jaunes, qui n'est pas d'ailleurs entièrement terminée. Et avec tous les sociologues, les meilleurs, fort compétents, fort intelligents, fort lettrés, etc., versés sur justement le souci d'identifier mais qui sont ces gars-là et qu'est-ce qu'ils veulent. On n'a jamais vu ça. Phénomène social absolument inédit et donc du même coup qui sort des critères habituellement utilisés pour les identifier. Et ça échappe d'autant plus à l'analyse qu'en même temps qu'eux, on voit s'effondrer la représentation politique traditionnelle qui divisait le pouvoir entre une droite et une gauche. Pas seulement en France. Fini la lutte des classes, fini les conflits de classes, mais une espèce de grande unité de gens tellement divers à tous égards. Et dont personne ne peut unifier la revendication, les revendications, elles-mêmes tellement diverses. Qui était-ce qui disait la France compte, c'était Rivarol, la France compte 20 millions de sujets sans compter les sujets de protestation. Hein? C'est lui qui disait ça, non? Parce que ce qui unifie, je dirais, c'est des individualités aussi, un rassemblement aussi divers, ce n'est pas la revendication précise, forcément. Elles finissent par se regrouper en catégories, d'accord. Mais vraiment, ce qui les unifie, c'est la revendication en tant que telle. Son objet finissant par disparaître derrière le souci de la revendication. Et ça, c'est absolument typique, je dirais, de ce qu'il faut bien appeler l'hystérie collective. On dira que c'est péjoratif, que ce que je dis c'est politique, que ce que je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est que il est toujours, je dirais, émouvant de voir de grandes catégories cliniques et de grandes références conceptuelles venir s'actualiser de façon aussi massive, brutale, évidente, et dans ce qui est évidemment la méconnaissance collective, comment est-ce que ça pourrait comment traiter ça? Ce qui revient à dire quelle est la bonne réponse que vous pouvez donner au sujet dès lors qu'il revendique. Car il revendique le sujet aussi bien, bien sûr, la perte qui le constitue, que, évidemment, la référence une qui lui donnerait l'autorité nécessaire pour venir la maîtriser. Lui, parce que le maître ordinaire, il est bien incapable de la maîtriser, ce qui fait de maîtriser ce qui fait son objet. On n'a jamais vu
un S11 venir maîtriser l'objet petit a. Faut dire ce qu'il est quand même, le maître, il est impuissant. Il la ramène, il est outrancier, il est violent, mais il est impuissant quand même. Alors, quand est-ce que nous aurons enfin des vrais maîtres? Et comme on le sait, ce que je dis, moi, ça me paraît tellement bateau, mais comme on le sait, ça s'est déjà fait, ça s'est déjà vu, les vrais maîtres, et ça se termine pas bien en général. Mais le phénomène nouveau, et qui évidemment comme tel ne peut pas être appréhendé par nos meilleurs philosophes ou nos meilleurs sociologues, c'est le fait que ces systèmes de communication autorisent justement la constitution de ces groupes homogènes qui viennent potentialiser la revendication de chacun, je dirais aussi diverses soient-elles, et cela dans un grand esprit tellement sympathique, je dois dire, de fraternité enfin réalisée. C'est beau à voir la naissance de ces échanges. C'était ce que je raconte, c'était au principe des hippies de San Francisco, de la Silicon Valley, et dans l'idée donc de forger enfin une humanité rénovée grâce à cette parole enfin libérée, et comme je l'évoquais tout à l'heure, y compris de son assignation sexuelle. Alors, on va dire que, après tout, cette forclusion de l'instance paternelle, est-ce que ce n'est pas le programme de Freud? Je veux dire, lorsque Freud prône la résolution du transfert comme terme réussite du traitement, autrement dit, l'évacuation de toute référence à ce qui serait un savoir dans l'autre et encore bien plus à la figure supposée représentative de ce savoir, est-ce que Freud n'est pas l'initiateur de son côté de ce qui est cet aboutissement actuel? Et est-ce que nous n'avons pas, après tout, à nous féliciter le fait qu'effectivement survienne ce grand phénomène, je dirais, d'affranchissement de toutes ces contraintes liées à la dépendance transférentielle, à l'amour du Père. C'est là-dessus, c'est l'endroit où un individu bizarre, sorti d'une province française sans caractéristiques éminentes,
c'est là qu'un individu bizarre est venu raconter, et il se trouve que ça ne nous laisse pas tout à fait indifférents, est venu raconter que l'instance paternelle était une défense contre l'accomplissement du désir, en tant que celui-ci est animé, non pas par l'instance paternelle, mais par un objet qui manque, et qu'il a appelé l'objet petit a. J'imagine en symétrie avec le Aleph de Cantor pour signaler que c'est un objet à l'infini. Je veux dire que justement sa caractéristique, c'est que cet objet, il n'est jamais question de le rejoindre, bien que ce soit celui qui est originaire du fantasme et de ce sujet esbarré, causé par ce fantasme. Ce esbarré qui passe son temps à invoquer une instance maîtresse dans l'autre, alors que ce qui est son maître, ce qu'il cause, ce n'est pas un père. Ce qu'il cause, c'est ce qui a valeur d'objet et qui, en outre, Tintin ne sera jamais atteignable. Avouez que c'est quand même un peu contrariant. Mais dont vous reconnaîtrez que ce petit truc, et Lacan disait que c'était la seule chose qu'il avait apportée, mais que ce petit truc, c'est pas rien. Parce qu'évidemment, ça change tout. Et ça change tout, et Lacan dirait beaucoup plus modestement, ça change tout dans le maniement de la cure. Parce que, remarquez quand même ceci. Supposons que vous parvenez, dans le maniement de la cure, à obtenir de votre patient la résolution de son transfert. Ah, voilà, ce un dans l'autre, bah oui, voilà, c'est l'une bévue. C'est la bévue de l'un. La bévue de croire que dans l'autre, il y a de l'un. Il y en a, il y a un un dans l'autre. Et qui peut fonctionner, évidemment, comme directeur. Mais en tout cas, ce n'est pas lui qui est l'agent du savoir. Donc, je m'affranchis en bon freudien, je m'affranchis de la référence transférentielle. Voilà. Seulement, il va se passer quoi comme c'est ordinaire? C'est que, à cet espace ainsi vidé, nettoyé, épuré, hygiénique, pour un sujet, si je puis dire, ordinaire, vivant,
il ne peut pas faire autrement que venir l'investir, ce lieu, de ce un non plus paternel, mais qui le représente lui-même. Parce que quand il parle, moi je vous parle, eh ben, il se produit automatiquement ceci, que je le veuille ou pas, que dans la mesure où ma parole est faite d'un certain nombre de signifiants, et où j'entends, pour la bonne règle, leur donner un certain poids, ne pas seulement rigoler avec eux, ça peut arriver, mais j'essaie de faire valoir comme sérieux, eh ben, automatiquement je me réfère au un dans l'autre qui justifie ce découpage que je vous propose et cet ordonnancement que je vous propose. Alors cet un dans l'autre, est-ce que c'est celui de mon maître? Est-ce que c'est le mien? En l'occurrence, ici, là, maintenant, ici et maintenant, hic et nunc, Lacan, eh ben c'est Lacan, c'est clair. Ça, il n'y a pas de problème. Et comment faire pour parler autrement? Alors Lacan, lui, il n'hésitait pas à faire le clown, à se rendre ridicule, à dire tout ça, c'est des histoires. Je ne me souviens plus de ces formulations exactes, mais il y en a un certain nombre comme ça. Et faites pour que son propre discours ne vienne pas constituer les arguments de maîtrise de ses élèves. Autrement dit, son propre sabre, il le cassait pour que ses élèves ne puissent pas s'en servir pour parader le sabre au côté quand ce n'est pas au sabre au clair. Mais lui, pour parler, il fallait bien quand même que, et pour que ce soit entendu, il fallait bien quand même qu'il y mette de l'autorité. À cet endroit, je vous signale, si ça vous amuse, mais je vois que j'ai encore un petit peu de temps pour le traiter. Mais j'aimerais bien que, éventuellement, vous m'aidiez sur cette question. La parole, donc, dans la mesure où elle s'appuie sur la voix, s'appuie forcément, prend son autorité d'un réel. Donc, dans la mesure où si ma parole est cohérente, si elle est cohérente, ce réel est un, le réel lui-même. Il fait un. Ce zéro du réel, si ma parole est cohérente, il fait un. Puisqu'il fait l'unité de chacun des signifiants dont je viens me servir. Mais si j'écris, qu'est-ce qui fait l'autorité de mon écrit? Puisque le réel, donc, comme on l'a vu, il n'y a pas de un directeur dans l'autre, même s'il y a du un dans l'autre, il n'est pas directeur. S'il était directeur, il y aurait un texte dans l'autre. Alors nous avons beau, nous, avoir conçu le texte de la religion, nous savons néanmoins que le texte de la religion est un mythe.
et que dans l'autre, il n'y a pas de texte. S'il y avait un texte, il y aurait un 1. Il y aurait quelque chose qui aurait du sens, c'est-à-dire serait construit autour d'un réel fixe, arrêté. Donc quand j'écris, qu'est-ce qui fait d'abord l'ordonnancement de mon écrit? Et deuxièmement, qu'est-ce qui fait son autorité, qui n'est pas du tout celle de la parole, hein? Je pense que chacun reconnaîtra que, en général, pour s'établir, un pouvoir a besoin justement d'un texte fondateur et qui fera l'autorité. Mais celui qui écrit, avec, vous le voyez bien, il y a la clé, cette question qui tourmente, qui est l'auteur. Qui est l'auteur? Question qui, comme vous le savez, a été traitée d'abord par Foucault, que Lacan a repris en glissant. Mais lorsque il a souhaité que C17 soit fait d'articles non signés, ce qui, je vous l'assure, n'a pas été très populaire. Il n'a pas soulevé l'enthousiasme. Hein. Et on n'est pas venu lui dire « bravo, c'est génial, c'est formidable ». Il a dit « vous inquiétez pas, on ne fait que précéder, vous verrez bientôt, toutes les revues seront comme ça, non signées, tu parles ». Ça n'a plu à personne. Il y a avec moi, comme d'habitude, qui ai reçu le truc parce que ce qu'on voudra, hein. Mais personne n'en voulait. Et est-ce que c'est marrant d'envoyer un texte et qui va être publié non signé? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne soit pas signé? Ben, ça veut dire déjà qu'il n'est pas écrit à partir du 1 de votre nom. Est-ce qu'il est écrit à partir du S barré? Bah, on ne voit pas très bien où dans votre écrit, qu'est-ce qui viendrait supporter ce S barré. Enfin, le supporter. Peut-être le causer, mais est-ce que vous en sortez de cette histoire? Et puis souvent, vous commencez à écrire. Mais vous commencez à écrire et vous découvrez en écrivant des trucs qui au départ n'étaient pas dans votre esprit. Moi, je dois dire que personnellement, je suis toujours très admiratif de ceux qui parviennent à prévoir comme ça en chapitres ce qui sera la succession de leur démonstration. Je dois dire que lorsque j'affronte un texte, cette démonstration me mène parfois vraiment là où je ne soupçonnais même pas.
Et comment pouvais-je le prévoir? Alors vous me direz, oui, mais là, je suis en train de vous démentir ce que je vous racontais à partir du nouveau système, du nouveau langage, de la nouvelle écriture de communication sur Internet. Pas du tout. C'est peut-être justement ce dont je suis en train de parler. Faites-en la collection, vous verrez que ce sont des écrits avec n'importe quelle signature, n'importe quel auteur, entre guillemets, auteur. C'est comme si ça s'écrivait en quelque sorte quasiment tout seul. Alors ça s'écrit tout seul, et puis un gars qui met son nom dessous. Bon, au fond, telle formulation dite par l'un, d'ailleurs elle sera approuvée par 143 bons hommes ou bonnes femmes, et qui aurait pu aussi bien écrire la même chose. Ça pourrait être le leur. Et d'ailleurs, il y a des disputes de priorité. On est là dans une histoire qu'il serait amusant d'essayer de faire progresser. Et si j'en dis assez pour que vous-même avanciez sur cette question. On l'a déjà tenté de la traiter dans notre groupe. Ça n'a jamais été... enfin, jamais été tellement éclairant. Oui, vous me direz, oui, mais il y a le récit, il y a le style, et puis quand même Rimbaud, c'est Rimbaud quand même, hein. Faut pas charrier. C'est pas Tartampion. Mais Tartampion, il fait de très beaux vers aussi, hein. Même s'il signe avec un pseudo, parce que tout ceci pour quand même en venir à ceci, c'est que l'autorité, son support, c'est un réel vide. Lacan l'évoque quelque part, je ne sais plus très bien où, peut-être dans l'éthique, je ne sais plus. Rien d'autre que le souffle qu'il assimile à celui de la vie. Le souffle, ou c'est bien celui du chauffard. À la limite, s'il l'assimile à celui de la vie, je dirais, à la limite, celui de l'animalité. C'est peut-être pas hasard s'il y a ces représentations cornues, pas seulement de Moïse, mais si mon souvenir est exact, de Jéhovah lui-même. C'est incroyable. Alors on raconte, bien sûr, qu'en hébreu, c'est le même mot qui dit corne et qui dit rayon. Et que venir dans la statuaire figurer des rayons, c'est un peu compliqué. Hein, c'est pas commode. Mais c'est quand même déjà un problème que dans la langue, la corne animale et ce qui vient rayonner dans le monde, ce soit le même mot. Ce qui, pour nous,
fait autorité. C'est un réel vide. Quelle que soit la façon dont nous allons le peupler et dont nous allons lui donner comme ça des locataires, et puis l'agrémenter de tout ce que l'on sait, de ce que l'on voudra, etc. Et on est arrivé à cette conclusion que je me permettrai de qualifier de banale. Il faut tout de même reconnaître que si elle était socialement davantage partagée, peut-être que ça calmerait beaucoup de choses. Et peut-être que ça viendrait calmer beaucoup de conneries. Et aussi bien beaucoup d'horreurs. Et si j'ai insisté sur l'aspect présent de la question, c'est que nous sommes entrés dans l'horreur. Nous finissons par ne plus la discerner tellement elle est quotidienne. Alors finalement, ça ne va pas déranger notre repas et notre journée. Ce qui se passe tout près, et qui est de l'ordre de l'abominable et de l'insoutenable et de l'irrecevable et qui devrait provoquer des insurrections générales. Ça ne peut pas être comme ça. Ben, c'est comme ça. Et donc, nous sommes entrés, disons, pendant qu'on dormait, les barbares sont entrés dans la ville. Et celle-ci ne peut aller que dans ce qui est la tolérance générale. Ça n'a l'air de donner des aigreurs à personne. Mais nous sommes entrés je dois dire, dans l'abominable de tous les jours. On reste, on met un masque, on reste tranquille, on se lave les mains, on ne se sert plus la paluche. Bon. Mais c'est pas ça, c'est pas le... C'est amusant, hein, il s'appelle le Covid. Vous voyez ce que je vous disais, ce que je vous racontais, c'est le vide à partager. Hein. Ça va nettoyer un peu, ça va faire un peu de vide, un peu d'espace. Mais c'est pas ça qui est horrible. J'ai d'ailleurs, tiens, je l'ai ici, là, je vais le donner tout à l'heure à Jean-Paul, le prochain édito. Au sujet justement de cette horreur à laquelle nous assistons, comment on se sert de milliers de malheureux, de gosses, d'infirmes, de vieillards, de machins, de femmes, pour les envoyer contre des barbelés à des fins politiques. On s'en sert comme on se sert de voitures, de tanks pour forcer des barrages. On prend des milliers de migrants, balance comme ça. Ou encore, vous lisez tranquillement que M. Poutine, il a donné 36 heures à M. Erdogan pour bombarder la zone d'Idlib, 36 heures, hein, pas plus, mais pour sauver la face, parce qu'il y avait eu des bombardements qui
avait tué des soldats turcs. Et donc, il fallait que M. Erdogan sauve la face. Alors, Poutine lui a accordé 36 heures pour venir bombarder les civils. Il y a eu, je ne sais pas combien, 40, 50, je ne sais pas combien de morts. C'est dit comme ça, pour lui sauver la face. Ça n'étonne personne. Ça paraît, voilà, c'est comme ça. En Iran, on arrête 2 chercheurs français, alors ceux-là, ce n'est pas des taupes, hein, ça existe, les vrais chercheurs, ils ne sont pas tous de la sûreté du territoire, mais ils sont arrêtés, mis en tôle, où avec le coronavirus, c'est devenu assez dangereux d'être en tôle, parce qu'un espion iranien authentique, lui, a été arrêté en France, et qu'il va falloir convenir d'un échange. Alors, on arrête 2 gars. Tout ça, normal, hein, voilà. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que le monde que nous quittons, et qui est celui donc placé sous la figure paternelle ancestrale, et qui n'était pas moins détestable. Mais en tout cas, il a libéré, sans plus exiger de refoulement, ni d'alibi humanitaire. Il a libéré l'expression publique d'intérêt et de passion, dont nous voyons ce que les responsables d'Internet, les hippies, ce à quoi ils ont assisté avec consternation, c'est-à-dire la façon dont dans leur truc sont entrées les préoccupations financières, commerciales, le business, et comment finalement ce grand espoir humanitaire allait devenir un grand truc, un grand moyen financier, et qui, comme vous le savez, à cet égard, a parfaitement réussi. Ils ont donc vu de quelle façon, une fois encore, je dirais, les espoirs de l'affranchissement ont tourné, je dirais, au renouvellement aggravé des servitudes, comme d'habitude. C'est pourquoi, et je m'arrête enfin, et c'est pourquoi disposer de quelques références comme celles dont je me sers pour essayer de s'orienter dans tout ça, non seulement dans notre pratique, mais aussi, je dirais, pourquoi pas, en tant que citoyens, nous sommes aussi des citoyens. Eh bien, après tout, ça peut rendre quelques petits services. Merci pour votre aimable attention. Est-ce que l'un de vous a une vague question à poser? Pas de questions? Julien, c'est pas vrai. C'est vrai, Julien? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne vais pas être long. J'espère. Oui, mais c'est-à-dire, vous avez fait le lien entre votre intervention sur les élites, les zélotes, et la dernière, là où vous parliez de le rapport du collectif au subjectif. C'est comme ça que, si je vous suis. Mais pour ne pas être long, parce qu'il y a beaucoup à dire, quand vous soulevez cette question du rapport du S1 au S2, vous soulevez aussi la question du savoir par rapport au réel.
Et apparemment, ce que vous dites, c'est que ce savoir n'est plus basé sur du vide, mais c'est un savoir plein. Oui, si vous voulez, je veux bien. J'y consens. D'accord. Donc, mais vous dites, nous, on est habitués à la démocratie, mais celui qui va dire, voilà, je vais vous dire comment c'est, ce n'est plus démocratie. J'ai dit tout ça, moi? Oui, Ah bon? Bah écoutez, ce n'est plus une démocratie. je ne crois pas avoir utilisé le terme de démocratie, mais ça fait rien. Ça C'est fait rien. enregistré. Si quand vous même. l'avez entendu, c'est sympathique. Bon, eh bien, voilà, alors à bientôt, hein.